Monsieur le préfet a été convoqué chez son ministre car il a eu un mot de trop devant ses chers administrés. Et manifestement, entre le préfet et son ministre, ça a castagné dur. Parce que le ministre Castaner, petit voyou du sud de la France pendant sa jeunesse, il sait ce que c'est la castagne. Qu'a donc pu dire le pauvre monsieur d'Harcourt, préfet des Pays de la Loire, pour mériter une rencontre au sommet avec le sieur Castaner, le petit frappeur du Sud? Il a eu le malheur, lors de l'exercice annuel des vœux, d'expliquer que le projet de loi de bioéthique en discussion aux assemblées portait, je le cite, une rupture anthropologique majeure. Tout cela nous paraît frapper au coin du bon sens. Notre préfet aurait dû susciter une ovation chez tous les pro-PMA qui la veulent, cette rupture anthropologique majeure. Tous les castagneurs de France et de Navarre favorables à la PMA auraient dû s'exclamer « Mais c'est formidable, la PMA pour toutes, c'est une rupture anthropologique majeure. Enfin, on surmonte le déterminisme naturel, c'est ça le progrès. » Seulement voilà, monsieur le préfet ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté qu'il n'était pas sûr qu'un tel texte, j'ouvre les guillemets, favorise les repères auxquels aspirent nos concitoyens. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il avait dit, monsieur le préfet? Là, monsieur le préfet, vous avez dérapé grave, comme on dit à Neuilly. Halte là, malheureux, trop c'est trop, d'Harcourt, au rapport. Il y a faute, il y a des choses qu'on ne dit pas en ce bas monde. Comment oser remettre en cause les horizons radieux de la procréation bricolée? Comment oser témoigner d'une once de scepticisme à l'égard du progrès en marche? Tout d'abord, monsieur le préfet essaie de se défendre tout en gardant sa dignité. Il ne regrette pas, signale simplement une expression inadéquate, ce qui veut à la fois tout dire et rien dire. Ménage la chèvre et le chou. Et puis vient le rendez-vous chez Castaner. Et là, le préfet rend les armes. Il le dit, il le confesse, il n'aurait pas dû dire cela. Mais cela ne suffit pas aux associations LGBT qui veulent sa peau pour être sorties du devoir de réserve. Il va de soi que si monsieur le préfet avait clamé, à l'occasion de ses vœux, sa joie de voir enfin les couples lesbiens respectés dans leur volonté de paternité, de maternité, enfin je ne sais plus là, eh bien on ne l'aurait pas accusé de sortir de sa réserve. Je ne sais si la coupe est pleine, mais il semble que le réservoir de la réserve commence à déborder grave, comme on dit toujours à Neuilly. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Le coq, il chante. Le fumier, il sent. Ces réalités, connues de toute éternité par l'homme, sont en passe de faire leur entrée fracassante dans le panthéon du Code civil français. Oui, monsieur, dame, le coq et le fumier sont deux exemples emblématiques de notre, j'ouvre les guillemets, patrimoine sensoriel rural, et comme tel, ils méritent d'être protégés par la loi avec un grand L. Je ne sais dans quel esprit tordu le concept de patrimoine sensoriel rural a germé, mais toujours est-il qu'il a germé. Miracle de la nature. La notion de patrimoine sensoriel rural vient combler une grave lacune de notre droit. Il n'existait à ce jour aucune protection pour le chant des cigales ou le parfum de la bouche de vache. Non mais c'est dingue cette histoire! Faut quand même les protéger, les chants des cigales ou les délicieux parfums de bouche de vache. Non, mais des fois quand même. J'ouvre les guillemets. Une fois que la loi sera adoptée, les régions pourront déterminer, avec l'appui des départements, quels sont les sons ou odeurs caractéristiques d'un territoire comme
Par exemple, la stridulation des cigales en Provence ou l'odeur du mou de raisin dans l'Hérault. Il suffira que les régions concernées les inscrivent à l'inventaire de leur patrimoine pour qu'ils soient protégés. Fermez les guillemets, nous explique l'auteur de la loi. Décidément, nous n'arrêtons pas le progrès. En fait, parlons crûment, lâchons-nous. Cette idée de loi stupide a vu le jour parce que des citadins stupides, élevés sous serre, ont trouvé malin, du fond de leur résidence secondaire, de se plaindre de ce que la campagne sentait un peu trop la campagne. Mais c'est horrible ce que vivent ces citadins stupides élevés sous serre. Quand ils vont dans leur maison de campagne, ça sent la campagne. Grosse catastrophe, comme disaient les Allemands après la défaite de Stalingrad. Ces citadins stupides ont donc voulu empêcher les vaches de meugler, les ânes de braire, les canards de cancaner et les moustiques de piquer, en s'imaginant qu'on pouvait tout régler à coup d'action en justice. Comme si la vie rurale ressemblait à une firme concurrente dans une série américaine. Le problème du siècle crétin dans lequel nous vivons est que rien n'empêchera jamais l'imbécile d'inventer des imbécilités. Mais alors, j'y pense, l'odeur des pots d'échappement du périphérique parisien, subtilement carbonée avec un zeste de goudron chaud, sera-t-elle reconnue comme caractéristique du territoire parisien ? Devrait-elle être protégée ? Ce serait un bon moyen d'empêcher la transformation de la capitale en piste à trottinettes géantes. Il faudra y songer sérieusement avant les prochaines municipales. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. S'il existe un consensus entre tous les économistes sérieux, mais ils sont peu nombreux, avouons-le, un krach majeur se profile à l'horizon. Non, je ne parle pas du célébrissime et majestueux krach des chevaliers, construit au Moyen-Orient pendant l'héroïque épopée des croisades pour protéger les royaumes chrétiens qui s'y étaient constitués. Ce krach-là, d'ailleurs, construit il y a presque 1000 ans, a résisté à toutes les épreuves des guerres et du temps et offre encore des restes splendides. Non, je ne parle pas du krach des chevaliers, mais du krach financier qui se profile, qui, lui, ne va rien protéger du tout, mais qui, au contraire, risque de beaucoup détruire sur son passage. Revenons rapidement sur le consensus des économistes sérieux sur le krach à venir. D'un bout à l'autre de la planète, les clignotants virent au rouge. Cela craque vraiment de partout. De la bourse chinoise fort mal en point, à la production industrielle à demande en forte chute, de la croissance chinoise en forte baisse, à la dette publique vertigineuse de la plupart des pays occidentaux, de la contraction des échanges commerciaux mondiaux, à la folie spéculative d'investisseurs inconscients, de la crise généralisée des budgets sociaux à l'accroissement général de la pauvreté, n'en jetez plus, la coupe est pleine, les conditions sont réunies comme jamais pour qu'un krach majeur s'abatte avec férocité sur les économies mondiales. D'ailleurs, la plupart des organismes internationaux l'admettent à mots couverts, de plus en plus découverts. Finalement, la seule question qui se pose est la suivante. Quand le krach va-t-il s'abattre sur le monde comme les mouches s'abattent sur un fromage odoriférant ? Il semble maintenant à peu près sûr que l'élément déclencheur ne viendra pas du système économico-financier de la planète. Ce système aurait trop à perdre d'un tel événement et va donc tout mettre en œuvre pour différer le krach. Ainsi, les banques centrales européennes et américaines vont continuer à injecter tous les mois des dizaines de milliards d'euros ou de dollars de fausse monnaie, ce qui permettra de continuer de repousser l'inéluctable catastrophe.
Cela dit, Christine Lagarde, la responsable de la BCE, et ses homologues mondiaux, qui ont pour seul objectif de pousser toujours plus loin l'heure de vérité, ne peuvent tout maîtriser, car ils ne sont pas encore des dieux omnipuissants, même s'ils pensent le contraire. Ainsi, la tempête qui s'annonce viendra d'un fait ou d'une conjonction de faits que ces dieux en culotte courte n'auront pas vu venir ou ne pourront maîtriser. Un exemple concret. L'actuelle épidémie chinoise peut être un déclencheur, comme peut l'être par exemple une attaque américaine sur l'Iran, une panique contagieuse sur la dette publique d'un seul État, une attaque destructrice sur les puits de pétrole saoudiens, et que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, les économies et les finances du monde actuel ont atteint un tel degré de risque que le krach se produira inexorablement. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment, hélas, son élément déclencheur. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt. Une question légitime taraude nombre de Français. Macron perd-il la raison ou, pour parler plus simplement, devient-il complètement dingue ? Une froide analyse de ce qu'il dit et fait depuis 3 ans laisse à penser que l'homme déraisonne à grande échelle, déraille grave, comme on dit à Neuilly. Or, sa dinguerie tend à accélérer à la vitesse de la fusée Ariane et cela devient terriblement inquiétant pour la France. Macron devrait être le premier responsable d'un pays qui, en dépit de la déconstruction systématique menée par les élites au pouvoir, reste encore un pays important. Tout ce qu'il dit ou fait devrait donc être empreint d'intelligence, de profondeur, de subtilité. Tout ce qu'il dit ou fait devrait grandir le pays dont il devrait être le chef, c'est-à-dire ce pays, c'est la France tout de même. Or, Manu aligne au kilomètre des déclarations d'une vacuité, d'une stupidité, d'une inculture comme nous ne l'avons jamais vu dans l'histoire de France. Ainsi, sa déclaration récente, par laquelle il compare la colonisation française à la Shoah, montre à quel point de crétinitude stratosphérique se situe son cerveau ou ce qu'il en reste. Car enfin, oser comparer une colonisation qui a prodigieusement développé les pays colonisés, oser la comparer au camp de la mort est tout simplement honteux. C'est un scandale inouï, c'est un coup de poignard mortifère lancé dans le cœur de nos amis juifs. La question qui se pose est très simple. Peut-on laisser aux manettes de la France un tel individu ? Phénomène aggravant. Ces ministres sont manifestement atteints par le virus du crétinisme. Lorsque l'on entend une ministresse dire qu'il faut rouler en voiture avec le vent dans le dos pour faire des économies d'essence, l'on a envie de s'arracher les oreilles et de se crever les tympans. Et lorsque l'on entend une ministresse dire qu'il faut revenir au principe de réalité et donc rouler désormais en trottinette, l'on a envie de lui arracher la langue et de jeter sa langue au chien. Pour revenir à Macron, une photo qui a beaucoup circulé le montre enlaçant amoureusement un Africain immense, déshabillé bien sûr. Et là, l'on a envie de se crever les yeux. En bref, comme le disait Pépin, il reste à déposer celui qui restera dans l'histoire comme Manuelus Macronosculus, l'homme qui ressemblait étrangement au dernier empereur romain nommé par dérision Romulus Augustulus. S'il finit par hasard son mandat, il faut espérer que les 2/3 des Français qui ont compris le danger qu'offre l'animal ne le reconduisent pas en 2022. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.
Manifestations et grèves à répétition nous ont permis d'entendre un concert de critiques sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Pourtant, rares sont ceux dans la classe politique qui ont fait leur véritable travail d'opposition pour faire résonner un autre discours et montrer qu'à l'évidence, le travail du gouvernement était délétère. Joseph Touvenel, le secrétaire général de la CFTC, est peut-être l'un des seuls à avoir osé dire ce que personne n'ose dire, au-delà des outrances d'une CGT déconnectée dont les revendications grincent comme un disque rayé, ou du silence des Républicains, gênés et incapables de construire une réforme alternative crédible. La première des évidences est qu'il est strictement inutile d'espérer réformer les retraites de manière durable et efficace sans penser à l'épineuse question de la natalité et du renouvellement des générations. Nous avons fait le choix d'un système par répartition. Il ne peut se maintenir qu'avec une fécondité haute, les enfants nombreux cotisant pour leurs aînés. Or, tout est fait dans la politique du gouvernement pour tuer les familles et dissuader les naissances. Et que dire de la manière dont sont traités par la réforme les mères de familles nombreuses de plus de 3 enfants qui vont voir leur pension chuter drastiquement ? Les chiffres sont imparables. La natalité française baisse inexorablement d'année en année. Le seul moyen alternatif auquel pensent nos élites corrompues est bien sûr l'immigration massive, dont le coût économique est considérable et qui détruit méthodiquement notre tissu social et culturel. La deuxième évidence est que la réforme a été pensée de manière approximative, sans cap rigoureux, avec une intuition de base, la nécessité d'un système unique qui avait ses avantages et ses inconvénients, mais qui a été totalement vidé de sa substance par des remaniements successifs et opportunistes. Au bout du chemin, des exceptions qui viennent s'accumuler, comme autrefois les régimes spéciaux. Cela donne donc l'impression que le gouvernement a été incapable de penser intelligemment la spécificité de certains emplois et qu'il n'a pas eu le courage de tenir ses objectifs. Tout cela montre un dramatique déficit de crédibilité. La troisième évidence est que le gouvernement Macron a mal travaillé et a travaillé dans l'urgence. Le dossier traîne depuis des décennies. Rappelons-nous la tentative avortée d'Alain Juppé en 1995. L'urgence n'était pas telle qu'il ait fallu ainsi bâcler le projet, comme l'a souligné le Conseil d'État dernièrement. Le déficit du projet à horizon de 5 à 10 ans est estimé à 7 ou 15 milliards d'euros sur un montant total de cotisation de 360 milliards. L'on a déjà vu des déficits bien plus spectaculaires. Au moment de son dépôt, la réforme, mal pensée, n'était même pas financée dans sa globalité. Quel amateurisme! Pour combler les trous, grande est évidemment la tentation d'aller piocher sans vergogne dans les caisses privées qui, elles, sont à l'équilibre. 71 milliards de réserves cumulées, là où l'État, lui, n'arrive pas à gérer ses propres caisses. Tout cela est trop facile pour ne pas dire scandaleux. On, c'est-à-dire les médias, nous annonce encore de longs mois de mobilisation contre la réforme des retraites. Qui osera poser les vraies questions et proposer de vraies bonnes solutions ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.